Le film de Snyder de 2009 a partagé les foules avec une construction à la fois violente et lente d'un monde où les super-héros n'ont pas de pouvoir mais où leurs activités ont été interdites par la loi suite à de nombreux dérapages. À la manière de The Boys, le Watchmen de Moore et Gibbons nous présente une dystopie froide et cynique qui caricature violemment la société américaine et plusieurs époques de l'histoire remodelées pour créer un monde à la fois proche et assez distant de ce qu'on peut connaître aujourd'hui. J'ai pu visionner 6 des 9 épisodes de la série de Damon Lindelof et j'avoue que j'ai passé un bon moment devant une création qui va très certainement partager les fans. Passons quelques minutes ensemble, c'est parti, générique. À la fois très proche et très lointaine de notre monde, la série produite par Damon Lindelof, qu'on connaît principalement pour avoir été à l'origine de Lost ou The Leftovers, reprend et étoffe un univers déjà très complexe créé par Alan Moore et Dave Gibbons en 1980 dans un comic qui reste une référence dans la culture geek. Le terme est devenu à la mode, Watchmen est une dystopie, un monde dont l'histoire a été modifiée pour nous présenter une société complètement différente de la nôtre. Les bases sont les mêmes, mais quelques événements ont profondément bouleversé les cultures et les esprits des Américains. La série reprend 30 ans après les événements du Watchmen de Snyder. Dr Manhattan a quitté la planète pour s'exiler sur Mars dans une quête d'introspection et pour se protéger des autres comme pour protéger ses contemporains. On ne le voit jamais vraiment, mais son ombre plane toujours sur un monde où les héros masqués courent les rues, mais où il est le seul à avoir des pouvoirs. Il est présenté comme un dieu tout-puissant qui est capable des meilleures choses comme des pires atrocités, mais loin des hommes dont il semble se foutre totalement. 2 personnages du groupe des Watchmen sont de retour dans cette aventure avec tout d'abord Adrian Veidt, Jeremy Irons, alias Ozymandias, qui semble reclus dans une prison située dans une bulle loin de tout ou dans une autre dimension et qui vit sa vie à la manière du Ozymandias qu'on connaît. Il s'amuse et passe le temps en aiguisant son esprit déjà surpuissant, mais il n'a aucune limite dans ses pratiques. Les 2 serviteurs qui l'accompagnent ne sont là que pour lui servir de chair à canon, parfois même au sens propre d'ailleurs, dans le cadre de ses expériences pour repousser les limites de la science et essayer de s'échapper de cette prison étrange dont je ne connais pas encore la nature réelle. Le personnage principal de l'histoire, si on peut vraiment parler de personnage principal, parce que la série développe en profondeur quasiment tous les personnages secondaires dans des épisodes qui sont presque tous autonomes. Le personnage principal, en tout cas celui qui serait le narrateur si on lisait un roman, est celui d'Angela Abar. Elle est interprétée par la récemment oscarisée Regina King. En façade, elle tient une pâtisserie asiatique qui est sur le point d'ouvrir depuis plusieurs mois, après avoir pris sa retraite des forces de police de la ville de Tulsa en Oklahoma. En réalité, elle poursuit sa mission de lutte contre le crime équipée d'un déguisement bien classe et badass, avec tout ce que ça implique de violence démesurée et de souffrance refoulée. Comme tous les autres policiers, Angela, ou Sister Night quand elle est en tenue, doit porter un masque parce que les forces de police ont été massivement touchées il y a quelques années par une vague de meurtres coordonnés par un groupe terroriste appelé Seventh Cavalry. Ce groupe est une variante moderne du Ku Klux Klan américain. Et ses membres portent un masque qui ressemble à celui du héros Rorschach qui avait perdu la vie dans le film de Snyder. Son masque est un symbole parce que le personnage avait refusé de se plier à l'autorité de la société et s'était rebellé jusqu'à sa fin tragique. Les bases de la société, tout comme l'œuvre originale de Moore et Gibbons, sont totalement chamboulées dans l'univers proposé par Lindelof. L'original avait été publié à mi-parcours du second mandat de Ronald Reagan et contenait de nombreux éléments qui semblaient mettre en garde contre les tendances fascistes latentes au sein de l'identité culturelle des États-Unis et abordait clairement cet épisode des années 80 qui était le point d'orgue de la guerre froide entre les États-Unis et la Russie, avec la menace d'un cataclysme nucléaire si l'un ou l'autre se décidait à frapper. La série, qui est prévue ce dimanche sur HBO et sur OCS en France, amplifie la dystopie et ajoute des arcs narratifs qui développent des événements de l'histoire américaine qui sont très peu connus en France mais qui sont quand même des épisodes dramatiques de l'histoire de l'humanité. Le centre de la série est un événement que j'ai découvert et qui reste assez discret dans les manuels d'histoire des jeunes américains. Il s'agit de l'émeute de Tulsa en juin 1921. Entre le 31 mai et le 1er juin 1921 à Tulsa, dans l'Oklahoma, une foule d'Américains blancs a attaqué les habitants et les entreprises de la communauté afro-américaine de Greenwood dans ce qui est considéré comme l'un des pires incidents de violence raciale dans l'histoire des États-Unis. Il s'agit même pire qu'une foule parce que l'attaque a été tellement violente que selon certaines sources aujourd'hui, les victimes se compteraient entre 100 et 300 morts du côté afro-américain.
Les faits ont comme d'habitude débuté à cause d'un simple fait divers qui impliquait cette fois un cireur de chaussures noires qui aurait attaqué et tué une jeune standardiste blanche. Les violences raciales ont été tellement violentes que même des attaques aériennes ont été effectuées sur les quartiers noirs de la ville de Tulsa et des dizaines de milliers d'habitants se seraient retrouvés à la rue suite aux dégradations. Le premier épisode nous donne les bases du scénario et de la société des Watchmen. Un jeune enfant noir regarde un vieux film en noir et blanc où un marshal noir poursuit un shérif véreux blanc, au même moment où dans la rue la communauté noire de la ville est frappée par cette attaque immonde venant de blancs assoiffés de violence et de sang pour venger cette pauvre standardiste et frapper au cœur toute une communauté. À notre époque, un flic noir effectue un contrôle routier sur une route de campagne et se retrouve criblé de balles par un tireur blanc, membre de la 7th Cavalry, cette association suprémaciste issue du clan historique. Ici, les minorités n'ont pas peur de flics à la gâchette facile, c'est le contraire. Le libéral Robert Redford est président des États-Unis depuis plusieurs mandats et il a remodelé la société américaine telle qu'on la connaît aujourd'hui. Les armes à feu sont interdites et même régulées pour les forces de police. Un flic doit demander l'autorisation de sa hiérarchie avant de pouvoir même débloquer son arme à feu d'un verrou magnétique dans sa voiture de patrouille. Et voilà pourquoi le pauvre agent de police finit criblé de balles au tout début du premier épisode. Dans ce monde, Nixon a terminé son mandat après avoir remporté grâce à Dr Manhattan la guerre du Vietnam qui est d'ailleurs aujourd'hui le 51e État américain. Les super-héros sont interdits et poursuivis par les agents du FBI avec à leur tête Laurie Jupiter, qui était Silk Spectre quand elle faisait encore partie des Watchmen. La guerre froide n'a pas fait long feu grâce à un événement qui est évoqué dans un épisode à lui seul et qui est d'une froideur et d'un cynisme impressionnant puisqu'il implique Ozymandias. Bref, c'est différent, mais c'est presque pareil, parce que les hommes restent les mêmes et la société a globalement les mêmes travers que la nôtre. L'histoire mise en place par Lindelof et proposée par HBO porte la signature de la chaîne. Elle est profondément acide, parfois choquante, mais toujours réalisée à la perfection, avec une mise en scène de toute beauté, des complots extrêmement bien ficelés et des lignes temporelles multiples, un peu à la manière d'un Westworld, avec des lignes qui se croisent et s'entrechoquent et même parfois se mixent, pour nous perdre encore un peu plus. Comme je le disais, un peu à la manière de The Leftovers, chaque épisode semble être autonome, mais il y a quand même un fil rouge central qui relie le tout et qui se dévoile au fil des épisodes pour nous amener vers une révélation que je ne connais pas encore mais qui semble assez puissante et sympathique. L'histoire est une hyperbole assez folle, étrangement douce et violente de l'œuvre de Moore et Gibbons, avec une société bien terre à terre, avec des hommes à capuche qui n'ont d'autre pouvoir que leur motivation, une colère enfouie et une violence hors norme, mais aussi un monde de science-fiction avec des cabines téléphoniques qui permettent de contacter un dieu super-héros tout-puissant sur Mars pour lui raconter des histoires drôles, des paparazzis volants, ou encore des calamars étranges qui tombent du ciel assez régulièrement, un peu comme une grosse averse. Le Watchmen de Lindelof est fou, acide, violent, choquant, mais il est aussi beau, puissant, dramatique, comique parfois, et toujours bien interprété par une foule d'acteurs de très haut niveau, avec en tête Regina King, Jeremy Irons, Louis Gossett Jr. ou Jean Smart. Je suis certain que cette série va diviser parce que même si elle respecte quasi à la lettre les événements de la BD d'origine, elle prend de grosses libertés en créant un arc encore plus audacieux que celui de Moore et Gibbons. Rien à voir avec le film de Snyder dans la mise en scène ou dans la noirceur des personnages, mais on ressent quand même en permanence la tristesse, la colère, la tension raciale, la violence et la souffrance des uns et des autres dans une bulle à la fois proche mais complètement différente de la nôtre. Comme je l'ai dit, je n'ai vu que 6 épisodes sur les 9 et je ne peux donc pas juger en entier cette première saison, mais ce que j'en ai vu m'a donné envie de continuer et promet une aventure puissante et captivante pour quelques saisons tout aussi froides et acides. C'est fini pour mon avis sur cette première saison de Watchmen sur HBO. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour qu'elle soit mise en avant par YouTube, mais le plus important, partagez-la autour de vous sur tous les réseaux sociaux parce que la visibilité est essentielle pour permettre à la chaîne de grandir. Si vous voulez être averti de la prochaine vidéo, abonnez-vous et cliquez surtout sur la cloche. Mon compte Twitter vous permet d'être à jour dans l'actualité de toutes les séries et de mes jeux vidéo favoris. Vous pouvez vous abonner et rejoindre la famille SJV. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram où je poste régulièrement des délires divers et variés sur l'actu et les jeux vidéo ainsi que le programme de mes vidéos. Pour aider la chaîne, vous avez mon compte Utip où vous pouvez passer quelques secondes pour regarder des vidéos qui me feront gagner quelques centimes sans dépenser quoi que ce soit de votre côté
Et enfin Tipeee, où vous pouvez vous délester des quelques euros que vous avez en trop pour m'aider dans mes projets. Merci à vous d'avoir passé quelques minutes avec moi. Je pense que vous allez passer un bon moment devant ce Watchmen si vous avez suivi mes conseils. Profitez bien et comme à chaque fois, portez-vous bien, regardez des séries, jouez à volonté et je vous dis à très bientôt sur Séries et Jeux vidéo.